Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière de nos 4 séries de TD, dernière séance de TD qui porte sur les nouvelles formes de radicalité. Cette séance, en principe, c'est une séance qui en TD doit faire 1 heure. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas très longue. Je vais essayer de m'en tenir à 45 minutes à peu près pour que vous puissiez la réécouter autant que vous voudrez. Donc, la séance d'aujourd'hui porte sur les nouvelles formes de radicalité. Le but de cette séance est de comprendre la radicalité, c'est de comprendre la radicalité sociale, son évolution et ses mutations. Ma séance se divise donc en 3 temps. Premier temps de ma séance, c'est identifier le phénomène de radicalité. Identifier le phénomène de radicalité sociale, premier temps de mon analyse. Deuxième temps de mon analyse, c'est de nouveaux mouvements avec de nouveaux outils. Donc, identifier l'évolution de ce phénomène de radicalité sociale avec de nouveaux mouvements, avec de nouveaux outils, c'est-à-dire Internet, et puis de mouvements qui n'existaient pas encore il y a quelques années. Troisième temps de ma séance, c'est plutôt une question que je vais me poser avec vous. La question est la suivante. Peut-on considérer le djihadisme comme une radicalité sociale? Peut-on considérer le djihadisme comme une radicalité sociale? Voilà pour les 3 temps de mon analyse. D'abord, premier temps de mon analyse, c'est la question de l'identification de ces formes de radicalité. D'abord, sur l'idée de radicalité en elle-même. Dans le langage courant, on applique en général le qualificatif radical à des mouvements ou des idées pour en souligner la distance avec la norme admise, dans l'intention éventuelle de les rejeter à la périphérie du système politique. Donc, autrement dit, dans le langage courant, la radicalité, c'est lorsqu'on s'inscrit en dehors de ce qui est admis comme étant la règle. À partir du moment où on s'inscrit en dehors de ce qui est admis comme étant la règle, le but du système, c'est de nous mettre hors du cadre. Autrement dit, on fait en sorte que notre comportement devienne anti-système et donc par conséquent, il devient problématique pour un état de droit et par conséquent également, ce comportement-là qui s'inscrit en marge du système devient une infraction ou un délit et même parfois un crime. Voilà l'idée qu'il y a derrière la radicalité. La radicalité tend donc ici à renvoyer au terme extrémisme. La radicalité renvoie donc ici à la logique de l'extrémisme. Ce qui va nous intéresser en réalité dans notre séance, c'est la radicalité idéologique qui s'accompagne très régulièrement de l'usage de la violence militante selon les formes de manifestations armées, de pratiques paramilitaires, des terroristes ou même d'atteintes graves à l'ordre public. Voilà en réalité les éléments qui permettent d'identifier le phénomène de radicalité. Donc, il faut comprendre qu'il ne peut avoir de radicalisation que si les méthodes traditionnelles du militantisme deviennent inaudibles ou bien inefficaces. Donc, il n'y a radicalité que lorsque les méthodes qui sont traditionnellement prévues, et donc qui ne sont pas sanctionnées par la loi, qui ne sont pas sanctionnées par les règles de droit, lorsque ces méthodes-là ne sont plus efficaces ou bien elles sont inaudibles. C'est à ce moment-là que le cap de la radicalité est franchi. La radicalité devient alors une réponse qui s'inscrit en dehors du cadre juridique, donc une réponse qui s'inscrit en dehors du cadre juridique à un problème qui n'est plus résolu par les règles traditionnelles. Donc, le but ici de ma démarche, c'est d'étudier quelques mouvements sociaux qui traduisent cette radicalité. Donc, dans ce premier point, je vais étudier les mouvements sociaux qui traduisent cette radicalité. Premier mouvement social qui nous intéresse ici. Premier mouvement social qui nous intéresse, le zadisme. Donc, premier mouvement social qui m'intéresse ici, c'est le zadisme ou les zadismes, comme vous voulez, document 1 de la fiche. Le document 1 de la fiche
j'ai oublié de vous préciser, la démarche ici va s'inscrire dans la logique des documents de la fiche. Donc, on va prendre les documents les uns après les autres, les analyser, mais les inscrire dans une logique d'explication. Donc, première logique d'explication ici, c'est que je vais identifier les 3 temps de mon analyse. Et le premier temps, c'est le point sur lequel je suis en train d'aborder avec vous ici, c'est l'identification du phénomène de la radicalité. Et dans cette identification du phénomène de la radicalité, je vais étudier les mouvements sociaux qui sont la manifestation de la radicalité. Donc, premier mouvement ici, sociaux, premier mouvement social qui m'intéresse ici, c'est le mouvement dit des zadistes, document 1. Ce document porte sur la naissance du mouvement de la ZAD. ZAD, ça s'écrit Z-A-D, c'est ça qui a donné zadiste pour ceux qui participent à la ZAD. Donc ZAD, Z-A-D pour zone à défendre. Donc zone à défendre. Donc, le document 1 porte sur la naissance de ce mouvement-là qu'on appelle les zadistes. C'est un mouvement qui est né il y a une 40aine d'années avec pour but de lutter contre la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, c'est vers Nantes, un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et ce mouvement s'est radicalisé sous la présidence de François Hollande avec la création de camps éphémères composés de paysans et des habitants entrés en résistance contre le projet d'aéroport avec pour slogan « Contre l'aéroport et son monde ». Il y a en réalité derrière ce mouvement de résistance une remise en cause du modèle de gouvernance mondiale qui repose sur l'édification d'un vaste appareil bureaucratique et conduit à la destruction de toute perspective d'avenir alternative, c'est-à-dire hors de ce modèle. Selon l'auteur du document 1, j'anticipe déjà, selon l'auteur du document 1, les dirigeants du monde ne sont plus du tout gênés par les manifestations de rage ou de haine dirigées contre eux. Cela a même tendance à les flatter. Ce qui les met plutôt en colère, ce qui met nos dirigeants en colère, c'est le fait qu'on les traite de ridicules ou d'inutiles. Voilà pourquoi ces dirigeants redoutent des lieux comme la ZAD. Voilà pourquoi ces dirigeants redoutent des mouvements, des lieux comme la ZAD, qui remettent en cause l'équilibre actuel des pouvoirs. Or, il est dans la logique des gouvernances actuelles de vouloir montrer la solidité du modèle dans lequel nous vivons. C'est pour cette raison que les mouvements contestataires ne sont jamais perçus comme victorieux, bien que ce soit effectivement le cas. La philosophie zadiste, donc pour ZAD, la philosophie zadiste est fondée sur la préfiguration. Je vais expliquer ce que ça veut dire tout à l'heure. La philosophie zadiste est fondée sur la préfiguration. Donc l'idéologie du zadisme, c'est l'idéologie de la préfiguration. Voilà le fil conducteur de leur mouvement, qu'on appelle la préfiguration. La préfiguration, c'est l'idée selon laquelle il faut construire les bases d'une nouvelle société dans la coquille de l'ancienne. Il faut construire les bases d'une nouvelle société dans la coquille des anciennes. Autrement dit, la préfiguration, c'est cette idée selon laquelle l'ancienne société a échoué et donc il faut tirer les leçons des échecs de l'ancienne société pour construire une nouvelle société. Selon cette approche, la fin ne justifie pas les moyens, bien au contraire. La fin, donc F-I-N, ne justifie pas les moyens, bien au contraire. Donc leur modèle de résistance n'est pas de renverser le régime, mais de reconstruire par leur résistance un modèle correspondant à ce à quoi la société à laquelle on aspire pourrait ressembler. L'idée est de traiter maintenant et non de renvoyer à plus tard les questions importantes et les défis qui se présentent à la société, comme la question des droits de la femme ou bien la question de la démocratie.
Le zadisme soutient donc une expérience immédiate de la démocratie et insiste à se comporter les uns envers les autres comme on le ferait dans une société véritablement libre. Autrement dit, les principes que les zadistes prônent pour la société idéale, selon eux, ces principes-là, ils se les appliquent déjà dans leur mode d'organisation. Ils s'appliquent déjà ces principes-là, principe d'égalité entre les femmes et les hommes, principe de démocratie. Donc, le zadisme fonctionne sur ce mode-là, comme une espèce de miroir à ce que la société actuelle devrait être. L'État français a donc agi au moyen de la force policière et administrative. L'État français a donc agi au moyen de la force policière et administrative, voire document de l'affiche, contre ce système du zadiste qui se veut anticapitaliste et donc contre ce système anticapitaliste du fait des ravages que celui-ci inflige. Pour le dire autrement, les zadismes s'insurgent contre le modèle capitaliste alors même que l'État français ou même la société contemporaine est fondée en réalité sur ce modèle capitaliste. C'est là que les zadismes s'inscrivent dans une logique d'extrémisme. À la fois une logique d'extrémisme dans leurs revendications, parce que les zadistes entendent rompre avec le modèle capitaliste, mais il y a aussi une logique d'extrémisme dans leur méthode, en ce sens que les zadistes mettent en place une espèce de société parallèle et n'hésitent pas forcément, et n'hésitent pas toujours à recourir à la force dans leurs revendications. Donc, ce type de réponse de l'État n'est pas surprenant. Donc, ce type de réponse de l'État, c'est-à-dire le recours à la force, n'est pas surprenant parce que, comme dit l'auteur du document, 1, l'un des principaux défis auxquels, je cite l'auteur, l'un des principaux défis auxquels les mouvements révolutionnaires doivent faire face lorsqu'ils gagnent un combat, c'est de trouver le moyen d'inscrire leur victoire dans le cadre plus large d'institutions bureaucratiques qui s'appuient sur l'usage coercitif de la force. Donc, je reprends l'auteur. L'un des principaux défis auxquels les mouvements révolutionnaires doivent faire face lorsqu'ils gagnent un combat, c'est de trouver le moyen d'inscrire leur victoire dans le cadre d'institutions bureaucratiques qui s'appuient sur l'usage coercitif de la force. Autrement dit, même révolutionnaire, l'État entend inscrire ces mouvements révolutionnaires dans la logique de ses propres règles comme une façon pour l'État d'encadrer, voire de limiter la révolution. Je vais le dire en d'autres termes. Donc, quand bien même un mouvement se revendique révolutionnaire, l'État entend faire en sorte que ce mouvement-là respecte les règles qui structurent la société, respecte l'état de droit, c'est-à-dire la liberté de manifester, l'ordre public, et même pour tout ce qui peut être la dimension administrative, par exemple, la déclaration d'une manifestation. Or, tout ce processus-là est de nature à limiter la propagation d'un mouvement révolutionnaire ou même d'un mouvement radical. Voilà en réalité les freins qui vont limiter le développement des mouvements de radicalisation. Il y a à la fois la logique administrative de l'État, il y a aussi le fait qu'il faille respecter les règles qui structurent la société comme le maintien de l'ordre public. L'État va donc s'assurer ici que les mouvements qui se radicalisent ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales. Voilà des limitations au radicalisme, telles que ces limitations-là sont prévues par la loi. Donc l'auteur du document 1 conclut en disant que l'un des apports de la ZAD est que, je cite, nous sommes tous des révolutionnaires
lorsque nous créons quelque chose de véritablement nouveau. Je reprends. L'un des apports de la ZAD, c'est qu'à partir du moment où on crée un mouvement nouveau, on devient révolutionnaire. Je continue. Et que le système s'effondre tout autour de nous, précisément au moment où des personnes ont perdu la capacité à imaginer qu'autre chose puisse exister. Je reprends, d'après l'auteur, nous sommes tous des révolutionnaires lorsque nous créons quelque chose de véritablement nouveau. Et que le système s'effondre tout, tout autour de nous, précisément au moment où deux personnes ont perdu la capacité à s'imaginer quelque chose, que quelque chose puisse exister. En réalité, l'auteur nous fait comprendre qu'à partir du moment où on essaie quelque chose qui n'avait pas encore été essayé, on devient révolutionnaire. Ainsi, puisque le capitalisme va s'écrouler très prochainement, il est donc de notre responsabilité, il est donc de la nature, il est donc de la responsabilité des individus d'essayer de penser à quoi un monde meilleur pourrait ressembler et d'aider ceux qui essaient de créer ce monde meilleur en empêchant la machine militaire et bureaucratique de les annihiler. Donc, je reprends. Puisque le système capitaliste est censé s'écrouler, a vocation à s'écrouler à moyen terme ou même à long terme, comme le montre d'ailleurs l'actualité euh, récente, puisque ce système capitaliste-là a montré ses failles, le principe devient donc d'essayer de trouver une autre alternative, mais qui va s'inscrire dans la logique militaire, dans la logique bureaucratique qui entend les annihiler. Donc, autrement dit, le modèle révolutionnaire, le modèle des zadistes est limité par les règles qui structurent l'organisation de la société, comme le recours à la force légitime prévue par l'État, ou encore par la logique bureaucratique qui vont donc ici tendre à freiner, à annihiler l'action des zadistes. Deuxième mouvement qui va m'intéresser ici, on le retrouve dans le document 2, c'est le mouvement dit des Occupis. Occupis, O-2-C-U-P-Y. Donc, document de l'affiche. Les Occupis sont un ensemble de mouvements transnationaux, donc qui traversent des frontières, qui ne sont pas limités à un seul État, à un seul territoire en particulier. Donc, les Occupis sont un ensemble de mouvements transnationaux qui ont pour but d'exiger des gouvernements qui prennent des mesures susceptibles d'améliorer la situation économique. Donc, ces mouvements ont ceci de particulier qu'ils travaillent les uns avec les autres dans un contexte de crise économique mondiale pour créer une résistance contre un système qui devient de plus en plus antidémocratique et pourrait être une des raisons de cette crise et suscite des manifestations citoyennes à travers le monde. Exemple, font partie de ce mouvement des Occupis, exemple, les indignés en France, ou bien Occupy France, ou bien Los Indignados en Espagne. Donc les Occupis, c'est un ensemble de mouvements citoyens contre des gouvernements incapables de résoudre des crises sociales. Donc les Occupis sont donc des mouvements de radicalisation de la société qui visent à proposer une espèce de solution à la défaillance du modèle traditionnel. Les Occupis sont donc une réponse à l'échec du modèle traditionnel. En même temps que ces Occupis révèlent l'échec du modèle traditionnel. À la fois révélateur de l'échec du modèle traditionnel, mais en même temps une réponse à ce modèle traditionnel qui a trop souvent montré ses limites. Donc, ce qui caractérise ces mouvements dits des Occupis, c'est qu'ils fonctionnent selon des méthodes de délibération représentative, donc fonctionnement selon les méthodes de délibération représentative, inclusive et consensuelle. Donc, en réalité, dans ce modèle-là, tout le monde a droit à la parole, tout le monde est représenté, toutes les opinions sont
sont entendus. Ces mouvements mènent donc des actions contre des problèmes sociaux, créent de nombreuses associations de quartier et réveillent l'activisme des citoyens en même temps qu'ils revitalisent la conscience politique. Voyons notamment aux États-Unis, avec une conscience politique de plus en plus développée, avec des mouvements de résistance non violente aux États-Unis, par exemple. Troisième mouvement qui va m'intéresser ici, c'est le mouvement dit des antispécismes. Antispécisme, ça s'écrit comme ça se prononce, anti, et ensuite spécisme comme espèce, donc spécisme, ça s'écrit S-P-E-C-I-S-M-E, dans le mouvement des antispécismes. Donc, troisième mouvement qui va m'intéresser ici, que j'ai identifié. Document 3 donc. Donc, l'antispécisme, c'est un courant qui considère que l'espèce à laquelle appartient un animal n'est pas un critère pour décider de la manière dont on doit le traiter et de la considération qu'on lui accorde. Je reprends la définition. L'antispécisme, c'est un courant qui considère que l'espèce à laquelle appartient un animal n'est pas un critère pour décider de la manière dont on doit le traiter et de la considération qu'on lui accorde. Donc l'idée est que tous les animaux doivent bénéficier de la même protection, quel qu'il soit. Autrement dit, l'espèce humaine ne doit pas, selon cette approche, être placée au-dessus de toutes les autres. Pour le faire simplement, l'homme n'est pas au-dessus des animaux. Et donc, par conséquent, le traitement qui est accordé à l'homme doit être en réalité le même traitement qui soit accordé aux animaux. Voilà la position qui est défendue par les antispécistes. Les antispécistes prennent donc une vision hors catégorie des espèces, une vision uniforme des espèces. Les antispécistes prennent donc une non-distinction entre les espèces. Autrement dit, les animaux doivent avoir des droits au même titre que les hommes. Il est donc évident que pour les antispécistes, sont contre l'élevage et la consommation des animaux, puisque de tels traitements sont interdits pour les hommes. Étant donné que les antispécistes sont dans une logique d'égalité entre les hommes et les animaux, à partir du moment où on interdit des traitements, à partir du moment où on interdit l'élevage des individus, donc pourquoi autoriser de telles pratiques pour les animaux? Le document 3 nous parle donc des vandalismes des antispécistes sur les nombreuses boucheries avec des inscriptions comme, je cite, « Toutes les espèces sont égales, hommes comme animaux ». Voilà, d'une certaine manière, le credo, la philosophie, le leitmotiv qu'il y a derrière la vision antispéciste. Toutes les espèces sont égales, donc animaux ou hommes. Les militants de cette cause, partisans de la violence, défendent parmi les militants de cette cause qui sont partisans de la violence, ces militants-là qui sont partisans de la violence défendent leur position en minimisant les actes de violence et en soutenant que les bouchers sont des collabos, par là des collaborateurs qui collaborent avec le système, donc des bouchers sont des collabos et que de toutes les façons, les commerces vandalisés seront remboursés par les assureurs. Autrement dit, ici, les antispécistes n'affichent aucune compassion, aucune pitié pour les boucheries qui sont vandalisées. Là, je parle de la catégorie des antispécistes qui sont radicalisés. Ces antispécistes radicalisés n'affichent aucune compassion pour les boucheries qui sont vandalisées. Bon, ces actions sont, selon ces antispécistes radicalisés, ces actions sont l'expression d'un ras-le-bol. Donc, cette radicalisation de la défense de la cause animale traduit le passage de l'activisme au militantisme.
Le passage de l'activisme au militantisme. Dans l'activisme, on est plutôt dans une logique de discussion, une logique un peu plus passive, tandis que dans le militantisme, on est dans une logique un peu plus active. Le passage de l'activisme au militantisme. Document 4 de la fiche. Le document 4 de la fiche porte aussi sur la défense de la cause animale, ça va aller un peu plus vite. Il porte sur la défense de la cause animale et il nous montre comment la mouvance animalière a changé de visage ces dernières années en rajeunissant, en se radicalisant. Donc, le document 4 nous montre comment la mouvance animalière a changé de visage ces dernières années en se rajeunissant, en se radicalisant, en se virilisant et en s'armant sur le plan théorique ou idéologique, car s'appuyant de plus en plus sur les théories nord-américaines portant sur les droits des animaux et sur la libération animale. Donc, de nombreuses revues, par exemple, ont été dédiées à la cause animale. Donc, l'évolution de la cause du combat animal ces dernières années montre que le combat sur la protection des animaux est de plus en plus porté par des personnes de plus en plus jeunes, souvent des hommes, et qui sont de plus en plus radicales dans leur façon d'exprimer leur opinion. Donc, radicalisation à la fois dans leurs opinions et radicalisation aussi dans l'expression de leurs opinions, notamment au contact des courants nord-américains qui sont beaucoup plus avancés que les courants européens sur la question de la protection des animaux. En tout cas, sur la question de la cause animale en tant que sujet de société. Les documents 5 et 6, quant à eux, portent sur la radicalisation des partisans d'une autre cause, celle des défenseurs des sans-papiers. Donc, les sans-papiers ici ont, par exemple, occupé plusieurs fois des instances du ministère du Travail et même de la Bourse du Travail afin d'obtenir la régularisation de leur séjour dès lors qu'ils avaient un emploi. Donc, revendication des sans-papiers qui veulent la régularisation de leur séjour en mettant en avant le fait qu'ils occupaient des emplois et parfois des emplois qui n'étaient pas, des emplois dans les secteurs peu occupés. Donc, ces sans-papiers mettent en avant la loi Hortefeux qui considère que la loi Hortefeux qui prône la régularisation par le travail. Donc, la loi Brice-Hortefeux dit qu'à partir du moment où, je vous le dis un peu schématiquement, à partir du moment où vous êtes sans papier et que vous avez un emploi stable, vous pouvez demander la régularisation de votre séjour. Voilà au sens de la loi Hortefeux. Donc ici, la radicalisation de la cause des sans-papiers apparaît à travers le fait que ceux-ci n'utilisent plus les moyens traditionnels, mais occupent désormais des zones stratégiques afin de mieux porter leur combat, afin d'être plus audibles, afin d'être mieux entendus. Deuxième temps de mon analyse, après avoir parlé dans un premier temps d'identification de la radicalité, deuxième temps de mon analyse, je vais essayer de voir ici les nouveaux mouvements de radicalité et même aussi les nouveaux outils de radicalité. Donc, deuxième temps, de nouveaux mouvements avec de nouveaux outils. Parmi les nouveaux outils de revendication sociale et donc de radicalité, il y a l'outil Internet. Prenons le cas par exemple du mouvement Les Indignés, document 7. C'est un mouvement qui n'a ni la forme d'un syndicat, ni celle d'un parti politique. C'est un mouvement qui entend dépasser les rouages traditionnels de la contestation. Avec Internet, l'échange se fait de plus en plus via les réseaux sociaux et la contestation est donc spontanée, franche et radicale. À l'origine du mouvement des indignés, une loi adoptée par les grands partis encadrant l'usage d'Internet en Espagne.
donc à l'origine du mouvement indigné, une loi en Espagne. Donc, notre thème ici, le mouvement Les Indignés, ou bien, pour reprendre le thème espagnol, Los Indignados, ce mouvement-là est né en Espagne du fait d'une loi qui a été adoptée par les grands partis, et cette loi avait pour but d'encadrer l'usage d'Internet en Espagne. Un peu l'équivalent de la loi Hadopi en France qui encadre le recours, qui encadre l'utilisation d'Internet et qui essaie de mieux protéger les droits d'auteur et puis l'accès aux informations qui font partie de la propriété intellectuelle d'une personne. Donc cette loi du même genre a été adoptée, a été votée en Espagne sans consultation de la société civile qui était majoritairement défavorable. Donc, il y a ici une césure qui s'est plus ou moins affichée, qui s'est plus ou moins créée entre, d'une part, la société civile qui prône une libéralisation d'Internet et, d'autre part, les partis politiques traditionnels, les partis politiques du gouvernement qui, quant à eux, prônaient plutôt un encadrement d'Internet. Donc, ce sentiment de déni de démocratie a donné lieu à un mot d'ordre: ne pas voter pour les hommes politiques lors des prochaines élections locales. Donc, on était dans une phase qui précédait les élections locales en Espagne. Donc, le mot d'ordre a finalement été élargi à d'autres revendications, comme par exemple l'emploi des jeunes, étant donné qu'à cette époque, l'Espagne connaissait un chômage d'à peu près 45% de la jeunesse. Dans le logement aussi, donc, la question portait d'abord sur Internet et ensuite, le mouvement des indignés a été élargi à la question de l'emploi des jeunes, à la question du logement et même à d'autres sujets, à d'autres questions de société. Et ce mouvement des indignés-là a donné lieu à de nombreuses manifestations dans toute l'Espagne. On se rend compte ici qu'Internet reste au cœur du mouvement et permet de se passer des modes traditionnels de revendication sociale, comme par exemple les tracts, comme par exemple les réunions, comme par exemple les délégués, les porte-paroles ou encore les reportages dans les médias traditionnels, par exemple comme des journées télévisées ou que sais-je encore, des articles dans la presse. Bref, le mouvement des indignés entendait proposer un autre modèle, mais fondé dans une logique d'autogestion du mouvement via les sources Internet directement. Donc, ce modèle espagnol a été repris en France avec le mouvement des indignés France. Selon cette logique que je viens de présenter, selon cette logique et un peu plus, et même encore selon une toute autre logique, Internet a également permis une autre forme de radicalisation, comme le montre le document 8. Dans le document 8 nous montre qu'Internet a permis une autre forme de radicalisation qui, jusqu'à présent, n'avait pas encore vu le jour. Le document 8 nous raconte l'histoire d'une femme qui, en 2014, une femme canadienne de 46 ans, qui, en 2014, avait pris les armes pour aller combattre en Syrie contre Daesh. Elle a pris les armes pour aller combattre en Syrie contre Daesh aux côtés d'un mouvement kurde qui avait la particularité d'être exclusivement féminin. Donc, une Canadienne de 46 ans a laissé son confort canadien pour aller combattre contre une cause qui, au final, en tout cas géographiquement, était assez loin de son quotidien. Donc, elle a décidé d'aller combattre aux côtés d'un mouvement kurde qui combattait contre Daesh, mouvement kurde qui était exclusivement féminin. Et cette femme s'était radicalisée sur Internet en écoutant les vidéos de ce mouvement kurde, en échangeant avec les responsables de ce mouvement kurde, et par conséquent, elle a fini par franchir le cap et donc quitter le Canada pour aller combattre avec les armes, en Syrie. Et pour la petite histoire, la dame avait déjà
étaient déjà plus ou moins habituées à l'utilisation des armes au Canada du fait de sa jeunesse, puisqu'elle participait à des activités de chasse. Ça, c'est pour la dimension un peu romanesque de l'histoire. Donc, la dame a justifié son action par la volonté de donner un nouveau sens à sa vie et la volonté de participer à une révolution féministe aux côtés des combattantes qui subissaient parfois des viols de Daesh, aux côtés des combattants qui subissaient parfois des viols de Daesh, puisque selon la logique de Daesh, les femmes ne doivent pas combattre. Troisième point de mon analyse ici. Troisième point de mon analyse, c'est plutôt une question que je vais me poser, c'est la question suivante. Peut-on considérer le djihadisme comme une radicalité sociale? Souvenez-vous, le premier temps de mon analyse, c'était l'identification de la radicalité sociale, en tout cas des nouvelles formes de radicalité. Deuxième temps de mon analyse, c'était de voir les nouveaux mouvements les nouveaux mouvements qui sont l'expression de la radicalité et aussi voir les nouveaux outils de la radicalité. Et j'en ai en réalité identifié deux dans ce deuxième point, c'est à la fois Internet et aussi le fait que les personnes qui se radicalisent via Internet arrivent désormais à franchir le cap à travers des causes qui ne font pas forcément partie de leur quotidien. Donc, il y a ici une radicalité à la fois dans la forme par Internet, mais aussi dans le fond parce que Internet va faire en sorte que des personnes qui sont très loin puissent aller défendre des causes qui ne sont pas, qui pour le coup sont aussi loin d'elles. Donc, troisième temps de mon analyse, c'est la question suivante. Peut-on considérer le djihadisme comme étant une radicalité sociale sur le document 9 de la fiche? Ici, on parle du phénomène des Français partis combattre en Syrie depuis la guerre civile débutée en 2010. Donc, voilà le cas qui va m'intéresser particulièrement ici. Ce sont les Français qui ont quitté la France pour aller combattre la Syrie qui est en guerre civile, qui connaît une guerre civile depuis 2010. Le document 9 nous fait comprendre qu'il n'y a pas de profil type de ces Français qui se sont radicalisés. Les données sur cette question ne sont pas rendues publiques à ce jour. On peut cependant distinguer à ce stade 5 catégories d'individus en fonction du degré d'implication dans la mouvance djihadiste et de l'effectivité du passage à l'acte violent. Donc, on peut considérer, pour le faire simplement, qu'il y a 5 catégories de djihadistes, selon les études qui ont été menées, sans forcément que ces études-là soient sans forcément que ces études-là décrivent des profils types ou bien sans forcément que ces études-là ne fassent l'objet de contestation. Donc, selon le document 9, il y a 5 catégories de djihadistes. Première catégorie, c'est la catégorie dite de personnes radicalisées, c'est-à-dire les personnes qui adhèrent de manière plus ou moins prononcée à l'idéologie djihadiste. Donc, première catégorie, ce sont les radicalisés, ce sont les personnes qui adhèrent à l'idéologie djihadiste, sans forcément que ces personnes-là franchissent le cap. Elles restent encore dans la logique de l'influence idéologique. Donc, première catégorie, c'est la catégorie des radicalisés. Donc, on est ici dans la logique d'influence idéologique. En 2017, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, en abrégé FSPRT, donc en 2017, ce fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, ces fichiers comptaient environ 19 000 noms. Donc 19 000 noms, c'est-à-dire 19 000 personnes qui sont considérées comme s'étant ou bien ayant été radicalisées. En 2015, plus de 2280 personnes avaient été signalées pour leur radicalisation. Donc en 2015, plus de 2280 personnes avaient été signalées pour leur radicalisation. Et parmi ces personnes, 25% étaient des mineurs, 42% des femmes
et 56% étaient des personnes converties. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la radicalisation concerne à la fois les jeunes, les femmes et les hommes. Ce n'est donc pas un phénomène qui est sexué, c'est un phénomène qu'on peut considérer comme étant asexué. Donc, ces personnes radicalisées étaient de classes sociales diversifiées. 84% des 160 familles suivies, étaient de classe moyenne ou supérieure, c'est-à-dire avec une forte représentation des milieux enseignants et éducatifs. Donc 80% des personnes étaient des athées, donc ne croyaient pas en Dieu et ne pratiquaient pas de religion. Donc 80% de ces personnes-là qui s'étaient radicalisées étaient des personnes athées et 20% étaient des bouddhistes, juifs, catholiques ou musulmans. Donc, pour faire simple, il n'y avait que 20% des personnes qui s'étaient radicalisées qui avaient une religion. Autrement dit, la religion ne semble pas être le facteur décisif de la radicalisation. De même, seuls 10% de ces personnes ont des grands-parents qui ont immigré ou sont venus s'installer en France. Là également, on peut conclure que l'origine immigrée n'est pas un critère décisif de la radicalisation. Fethi Benslama, qui est une spécialiste de psychopathologie, qui a beaucoup travaillé sur la radicalisation. Donc, Fethi Benslama, ça s'écrit B-E-N-S-L-A-M-A. Donc, Fethi Benslama estime que les failles identitaires, je la cite, elle estime que les failles identitaires ne sont pas l'apanage des enfants de migrants ou de familles musulmanes. Les failles identitaires ne sont pas l'apanage de familles de migrants ou de familles musulmanes. C'est ce qui explique que 40% des radicalisés sont des convertis. Pour le faire simple, Fethi Benslama considère que la radicalisation n'est pas propre aux familles des migrants, donc aux familles des personnes qui sont d'origine étrangère, et en même temps que la radicalisation n'est pas le propre des familles dites musulmanes, d'après l'étude menée par Fethi Benslama. Ce qui explique, selon elle, que 40% des personnes qui se sont radicalisées sont des personnes qui se sont converties et non pas des personnes qui se sont radicalisées en étant dans une religion. Ces personnes se sont converties à une religion. Donc la religion ne peut pas être considérée, selon cet auteur, comme étant un facteur décisif, en tout cas comme étant le facteur décisif de la radicalisation. Et dans le sens inverse, Toby Nathan, qui est un professeur émérite de psychologie, donc Toby Nathan comme ça se prononce, donc Toby Nathan a remarqué dans les cas qu'il a étudiés, il a remarqué, je cite, que s'il n'est pas de profil, donc il remarque qu'il n'y a pas de profil de personnalité prédisposée, je le cite, s'il n'est pas de profil de personnalité prédisposée à un destin radicalisé, je cite toujours l'auteur qui dit « J'ai remarqué une fragilité au djihadisme chez des gens dont les histoires familiales et personnelles sont caractérisées toutes deux par un déficit de appartenance culturelle défaillante à la première génération et filiation profonde à la suivante. » Pour faire simple, l'auteur ici, Toby Nathan, considère qu'il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de personnalité qui soit prédisposée à se radicaliser, mais il fait quand même ressortir quelques critères en disant que l'appartenance culturelle et puis l'appartenance culturelle défaillante, donc le fait de ne pas être suffisamment ancré dans sa culture,
à travers, dans sa culture, du fait des générations passées, et puis la filiation profonde qui peut être parfois euh, euh, la filiation profonde à la suivante, donc le lien entre les générations, ces éléments-là peuvent être de nature à entraîner une radicalisation. En tout cas, ces éléments-là sont des éléments qu'on retrouve dans la plupart, chez la plupart des personnes qui se sont radicalisées. Donc, pour faire simple, pour cet auteur, il n'y a pas de profil type, mais il y a quand même quelques indices. C'est l'appartenance culturelle défaillante à la première génération. Donc, on a perdu un peu ces valeurs culturelles. Et puis, l'affiliation flottante avec la génération suivante. Ces éléments-là sont de nature qu'on observe chez les personnes qui ont été étudiées chez l'auteur Toby Nathan et chez les personnes qui se sont radicalisées et qui ont été étudiées chez Toby Nathan. Donc, sur ces points, les chiffres varient d'un expert à un autre. En réalité, sur la question de la radicalisation, les chiffres varient d'un expert à un autre, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Donc, deuxième catégorie, après les radicalisés, on a les velléitaires. Les velléitaires, ce sont les individus qui élaborent un projet de départ sur une terre de djihad et ont été empêchés de quitter le territoire national, soit parce qu'ils ont été arrêtés à l'étranger avant d'atteindre la Syrie. Velléitaire, en gros, c'est l'idée. Velléitaire, ça vient de velléité. Velléité, c'est plutôt quelqu'un, c'est un propos qui n'est pas suivi d'une action. Donc, c'est le fait de ne pas aller jusqu'au bout de son intention. D'où la catégorie des velléitaires. Les velléitaires, ce sont ces personnes-là qui avaient l'intention de faire du djihad, qui ont essayé de quitter le territoire français. Ils ont soit été empêchés, et dans le cas où ils ont quitté le territoire français, ils n'ont pas pu atteindre leur cible finale, qui était la Syrie, parce qu'ils ont été empêchés en cours de route. Voilà la catégorie des velléitaires. Donc, la loi du 13 novembre 2014 a contribué à freiner les velléitaires et donc à éviter qu'ils ne passent à l'acte, puisque cette loi, je cite, permet à l'autorité administrative, c'est-à-dire le juge, le préfet, les autorités de police. Donc, cette loi permet à l'autorité administrative de prononcer une interdiction de sortie du territoire à l'encontre de toute personne suspectée de vouloir se rendre sur une zone où opèrent des groupes terroristes. Donc, je reprends, cette loi permet à l'autorité administrative de prononcer une interdiction de sortie du territoire à l'encontre de toute personne suspectée de vouloir se rendre sur une zone où opèrent des groupes terroristes. Pour faire simple, avec la loi du 13 novembre 2014, les personnes mineures, en l'occurrence, sont interdites de quitter le territoire sans être accompagnées. Donc, cette loi rétablit l'autorisation de sortie du territoire national pour les mineurs. Donc, si les mineurs, d'après cette loi, veulent quitter le territoire sans être accompagnés, et pire encore, si ces mineurs-là font état du fait qu'ils vont dans une zone qui est considérée comme une zone à risque, comme une zone où opèrent des groupes terroristes comme en Syrie ou en Irak, ces mineurs-là sont automatiquement bloqués à la sortie du territoire. Voilà l'idée qu'il y a derrière la loi du 13 novembre 2014. C'est donc cette loi qui a permis de freiner d'une certaine manière les velléitaires pour que ceux-ci ne puissent pas franchir le pas. Troisième catégorie, ce sont les djihadistes. Les djihadistes, ce sont ceux qui partent effectivement sur le territoire du djihad. Ce sont ceux qui ont pu atteindre leur cible, c'est-à-dire partir sur une terre où opère partir sur une terre où ont lieu des activités terroristes. Donc, on parle ici des djihadistes.
La troisième catégorie, ce sont des djihadistes. Les chiffres montrent qu'en 2016, plus de 200 Français avaient déjà été tués au combat en Syrie. Donc on est en 2016, donc il y a 4 ans, plus de 200 Français avaient déjà été tués au combat en Syrie. Il s'agissait essentiellement des hommes, puisque Daesh interdisait aux femmes de prendre part à des opérations armées. Donc il s'agissait essentiellement des hommes, Daesh interdisant aux hommes de prendre part, aux femmes de prendre part à des opérations armées. Les études montrent que la plupart des djihadistes étaient issus des quartiers les plus favorisés de France et avaient déjà commis des actes de petite ou grande criminalité. Donc, la plupart des djihadistes étaient issus des quartiers défavorisés et avaient déjà commis des actes de petite criminalité. Petite criminalité, c'est tout ce qui est trafic de stupéfiants, tout ce qui est vol à l'étalage, en gros, toute cette criminalité-là qui ne donne pas lieu, à la perte en vies humaines. Donc voilà un peu l'idée qu'il y a derrière la petite criminalité. Ça peut être aussi voilà, braquage, voilà, tous ces éléments-là. Quatrième catégorie qui va avec la cinquième catégorie d'ailleurs. Quatrième catégorie, c'est la catégorie des combattants, c'est-à-dire ceux qui, une fois arrivés sur place, entendez par sur place, une fois arrivés sur une terre de djihad, participent à la lutte armée. Donc les combattants, ce sont ceux qui ne se contentent pas seulement d'être sur place, ce sont ceux qui, en étant sur place, vont aussi prendre les armes pour participer au combat. Donc ils participent à la lutte armée. Cinquième catégorie, c'est la catégorie extrême. C'est la catégorie des terroristes, c'est-à-dire ceux qui s'engagent dans des projets d'attentats en France avec ou sans passage par un camp d'entraînement à l'étranger. Dans la catégorie des terroristes, c'est la catégorie de ceux qui vont beaucoup plus loin et ils ne se contentent plus seulement de combattre dans les endroits où a lieu le djihad, mais les terroristes vont plus loin en perpétrant même des actes qui sont de nature à créer la terreur dans la population, en perpétrant ces actes-là sur le territoire français. Donc en réalité, les terroristes passent à l'acte. Il y a un lien de causalité qui semble être démontré entre les attentats perpétrés par des Français au cours des dernières années et l'existence d'un passé terroriste chez la personne qui les commet. Ainsi, les auteurs des attentats de Toulouse et Montauban, de l'attentat du musée juif de Bruxelles, de Charlie Hebdo, des hypercachers, de la tuerie de Magnanville, ou bien de l'assassinat d'un policier aux Champs-Élysées, ces auteurs-là avaient tous en commun d'avoir des précédents judiciaires plus ou moins lourds. Donc ces auteurs-là avaient en commun d'avoir déjà un casier judiciaire plus ou moins lourd, comme je vous l'ai dit, qui avait déjà participé au moins à la petite criminalité. Certains chercheurs ont montré que le djihadisme était vu par ceux qui s'y livraient comme une espèce de rédemption. Donc, en écoutant les personnes qui étaient passées à l'acte, on avait l'impression que ces personnes-là voyaient dans le djihadisme une espèce de rédemption, une espèce de consécration. Le djihadisme était vu par ces personnes-là comme une façon de se purifier de leurs péchés. Je parle bien du point de vue des personnes qui entreprenaient des actions djihadistes. Je ne parle pas du point de vue l'entendement normal ou bien du commun des mortels, la vision qu'on peut avoir du djihadisme. Je parle du point de vue de ceux qui passaient à l'acte. Ces personnes-là voyaient dans le djihadisme une espèce de rédemption, une espèce de consécration, une espèce de purification de leurs péchés. De même, la prison, étape par laquelle étaient déjà passés la plupart des djihadistes, était souvent le lieu de contamination idéologique et l'endroit où se tissaient les liens entre idéologues et criminels. Donc, en réalité, la prison était vue ici comme le lieu d'embrigadement. La prison était vue comme le lieu
d'influence le lieu dans lequel où se développait le terrorisme. En tout cas, le terrorisme du point de vue idéologique avant le passage à l'acte. La prison devenait ici comme une espèce d'endoctrinement, de lieu d'endoctrinement avant le passage à l'acte. Ce qui permet aux réseaux sociaux, aux réseaux terroristes de bénéficier dans tout cela. Le passage à la prison permettait aux réseaux terroristes de bénéficier plus facilement d'une aide logistique, par exemple les armes ou bien les faux documents dans leurs opérations lorsque ces personnes-là passaient à l'acte. Autre explication, la petite criminalité peut aider au financement d'actions terroristes. Donc, la petite criminalité aidait au financement d'actions terroristes. Enfin, les criminels sont parfois déjà rompus aux techniques de maniement des armes dans leur parcours terroriste. Donc, la plupart des criminels qui étaient passés à l'acte étaient déjà rompus d'après les études au maniement des armes. Donc, ces personnes-là ne découvraient pas les armes, ce qui fait en sorte qu'elles avaient plus de facilité et plus d'aisance dans les actions qu'elles menaient. Concernant le profil des personnes attirées par le djihadisme, on peut esquisser une systématisation en disant que les individus ayant un passé de délinquants, les individus, d'après le document 9, les individus ayant un passé de délinquants paraissent proportionnellement plus nombreux dans les catégories les plus violentes, c'est-à-dire les combattants et les terroristes. Donc, d'après le document 9, je reprends, d'après le document 9 que je cite, les individus ayant un passé de délinquants paraissent proportionnellement, donc en termes de nombre, ces individus-là paraissent en termes de nombre plus nombreux dans les catégories les plus violentes, c'est-à-dire les combattants et les terroristes. Donc ces individus paraissent plus nombreux dans les catégories les plus violentes. Donc autrement dit, plus on passait par la case prison, plus on était susceptible de rentrer plutôt dans les catégories les plus violentes, c'est-à-dire les catégories les plus violentes, c'est-à-dire les catégories de combattants et de terroristes. Donc la case prison, comme je l'ai dit, était le lieu d'endoctrinement, et donc plus on passait par la prison, plus on s'endoctrinait et plus on avait des chances, enfin, plus il y avait des chances que la personne puisse rentrer dans la catégorie des combattants ou des terroristes. Autrement dit, plus ces personnes ont été accoutumées, à la violence, je parle des personnes qui sont passées par la case prison, donc plus ces personnes-là ont été accoutumées à la violence, plus elles étaient prédisposées à passer à l'acte terroriste. Il y avait donc ici en réalité une espèce de banalisation de la violence qui se traduisait par le passage à l'acte terroriste. Quelle conclusion on peut tirer de tout ce qui a été dit durant cette séance? Donc, quelle conclusion on peut tirer de tout ce qui a été dit durant cette séance sur la radicalisation, sur la mouvance radicale qu'on a étudiée durant cette séance? On peut dire ici que tous ces mouvements de radicalisation sont révélateurs de la crise du modèle actuel, donc crise du modèle actuel capitaliste, et qui ne pratique pas suffisamment de démocratie directe. Voilà une constance qu'on retrouve ici dans tous ces modèles de radicalisation. Donc, crise du modèle actuel qui ne pratique pas suffisamment la démocratie directe. Donc, crise du modèle capitaliste et donc une nécessité de la mise en place d'un nouveau modèle qui intègre davantage l'humain et les préoccupations sociales et rompt avec l'individualisme du capitaliste pour un système plus altruiste, plus généreux, comme le dit Mohamed Younous dans le document qui suit le document 9, enfin dans un document d'affiche pour le coup. Donc Mohamed Younous nous dit qu'il y a une crise du capitaliste et cette crise du capitaliste a traduit le radicalisme, traduit la radicalité de plus en plus importante des causes qui sont menées dans la société. La crise actuelle du coronavirus est une illustration
on ne peut plus crédible, de la faiblesse du modèle actuel et donc de la nécessité de le repenser sur une base plus humaine et non commerciale ou mercantiliste. Pour faire simple, derrière toute radicalité, il y a une remise en cause du modèle actuel. La radicalité n'est ici que l'expression de la défaillance du modèle capitaliste, du modèle libéral actuel. Il faut donc repenser ce modèle-là et la radicalité n'est qu'un moyen violent, certes, de repenser le modèle actuel. Un moyen violent de repenser le modèle actuel, mais révélateur cependant de la faiblesse des institutions actuelles, et révélateur cependant de la faiblesse du modèle actuel. Et le cas du coronavirus, le cas de la crise actuelle du coronavirus n'est qu'une illustration parmi d'autres, qu'une révélation parmi d'autres de la défaillance du modèle actuel, si bien qu'il faut désormais le repenser à très court terme. Voilà ce que je pouvais dire, non seulement sur cette séance du jour qui portait sur les nouvelles formes de radicalité, mais également sur toutes les séances de TD qu'on a faites ensemble. Je suis désolé qu'on en soit amené à faire nos TD par ce moyen-là, par les vidéos. C'est un exercice qui était nouveau pour moi. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter ces vidéos. Si vous avez des préoccupations, des interrogations particulières, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail et je me ferai un malin plaisir de vous répondre. Je remercie déjà ceux parmi vous qui sont venus vers moi pour me poser quelques questions, avoir quelques précisions. C'est un exercice que je vous incite à faire très souvent. Je vous souhaite bon courage pour la suite de vos partiels, pour vos mémoires et puis pour vos travaux. Et je vous souhaite beaucoup de santé par cette actualité qui est parfois triste. Donc voilà, j'attends vos questions, vos observations et puis je reste à votre écoute. J'ai tenu un peu plus d'une heure, mais c'était le temps en réalité qui était prévu dans la maquette des TDM. Je vous souhaite beaucoup de courage et puis à nous revoir sans doute une prochaine fois. Au revoir.